Ce webinaire intitulé Les faux espoirs de l'holacratie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Brunet, qui est membre du directoire de Arcadie, une PME dans le Gard d'une centaine de personnes qui fabrique des épices et tisanes biologiques. Bonjour Mathieu. Et bonjour. Alors, je dois avouer que c'était pas évident de préparer ce webinaire parce que ça fait 3 ans que vous faites de l'holacratie. Comme tu le dis, ça tourne chez Arcadie. Et puis, tu as déjà fait plusieurs conférences et webinaires. Et je voulais vraiment avoir un angle nouveau pour ce webinaire, voilà, pas reprendre ce qui a déjà été dit. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de prendre du recul et de parler ce qui compte vraiment au final, au-delà du simple outil holacratie, c'est le voyage vers le self-management. Et tu m'as toi-même dit quand on a préparé le webinaire que chez Arcadie, vous manquez de compétences en management. Il faut des outils pour faire progresser les leaders de cercle. Et c'est cette voie-là, du coup, que vous creusez chez Arcadie pour avoir des cercles qui soient plus centrés sur la création de valeur. Et c'était un des faux espoirs que tu avais au début, il me semble, c'était de croire que l'outil holacratie allait développer les compétences et suffisait à lui tout seul. Mais, si je te cite, expliciter les choses ne suffit pas à changer en profondeur les gens. Et c'est du coup ce qu'on va aborder dans cette première partie avec des questions que j'ai préparées autour de ce thème-là. Et puis, si vous avez d'autres questions sur Arcadie liées au thème ou non, on pourra les prendre dans une seconde partie, donc toujours avec ce petit bouton Q et R que vous avez en bas de votre écran. Et je vais commencer par une première question pour revenir aux origines, puisque les faux espoirs de holacratie, ça veut donc dire que tu avais des espoirs au début. Du coup, quand vous avez décidé, je dis vous en tant que directoire, de partir en holacratie il y a 3 ans, tu en attendais quoi, toi, personnellement? Je pense que c'est vraiment autour de ces histoires de management parce que je pense que jusqu'à présent, je n'ai jamais été un bon manager. Je pense que j'étais un bon dirigeant, hein, qui vient avec son intuition et une vision de l'entreprise et voilà. Mais la partie management, c'est quelque chose qui nous manquait parce qu'on est des autodidactes et parce que on a une vision de l'entreprise depuis l'origine. C'est dans l'ADN d'Arcadie d'avoir une vision très humaine de l'entreprise, c'est-à-dire pas avec comment dire, une structure hiérarchique très forte, sans donner d'ordre. Et le fonctionnement d'Arcadie, quand on était moins de 50 salariés, pouvait se permettre ce genre de fonctionnement. Et quand on a dépassé les 50 salariés et qu'on s'est dit, là, il faut commencer, enfin, on s'est rendu compte qu'il fallait structurer un petit peu le travail. On n'avait pas envie de mettre en place une hiérarchie trop forte. Et holacratie, sur le papier, m'a semblé la solution qui me permettrait de donner des ordres sans en donner, en fait. C'est-à-dire qu'il suffirait que je fasse une politique et que ça m'éviterait de devoir aller voir la personne et lui dire « je veux que tu fasses ça ». J'ai vraiment eu cette impression-là parce que j'avais le sentiment, dans beaucoup de cas, que ce soit avec les salariés ou même entre nous au directoire, que des fois, je ne savais pas demander quelque chose. C'est-à-dire que moi, en tant que dirigeant, j'ai une intuition qu'il faut qu'on aille vers là, j'ai une vision, mais voilà, quand je la posais comme ça, c'était pas compris, c'était pas suivi. Et holacratie, j'avais cette impression que ça me permettrait de mettre cette clarté et cette espèce de quelque chose de légitimité, en fait, hein, un peu la question de la légitimité du dirigeant. Via holacratie, tout d'un coup, on a un outil qui nous permet de décider ensemble, et quand la décision est prise, elle est légitime, quoi, elle est plus discutable. Et j'avais vraiment cet espoir qu'à partir du moment où la décision est prise ensemble, qu'elle est plus discutable, qu'ensuite elle s'appliquerait, entre guillemets, naturellement. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Alors justement, c'est pas le cas, donc ça fait partie de tes déceptions, j'imagine, au fil des années de pratique. Quelles ont été tes autres déceptions? C'est pas vraiment une déception parce qu'en fait, c'est plus un apprentissage de mon métier de dirigeant que m'a permis holacratie, parce que finalement, holacratie met de la clarté sur tout, et entre autres là-dessus. Et entre autres sur le fait que, manager, premier lien,
c'est un métier avec des compétences particulières. Donc, c'est plus que petit à petit, à force d'utiliser Holacracy, eh ben, j'ai pu comprendre véritablement ce que c'était que le métier de manager et du coup réaliser que bah, ce métier-là, il fallait que je l'apprenne moi, que les autres cadres l'apprennent et qu'il y avait véritablement une compétence qui se développe là-dessus. Après, pour ce qui est des autres espoirs déçus, qu'est-ce qui me viendrait là il y a certainement quelque chose qui est de l'ordre qui est pas propre à Holacracy, mais dans tout ce mouvement dans l'entreprise libérée, il y a un petit peu la croyance que on va libérer les salariés, ils attendent que ça depuis longtemps et ça va être tellement bien qu'ils vont voilà, qui vont trouver ça génial du jour au lendemain. Et en fait, c'est pas si simple que ça parce que quand on parle de libération, en fait, derrière, c'est que chacun prenne plus de responsabilités ou mieux ses responsabilités. Euh, En fait, c'est pas forcément le but de tout le monde d'avoir des responsabilités. Il y en a qui sont à l'aise avec une certaine forme de travail. Et donc ça, on s'en est vite rendu compte qu'en fait, finalement, holacratie, c'était pas quelque chose qui était vraiment attendu par tout le monde. C'était plus un besoin, nous, en tant que dirigeants, d'avoir une entreprise agile que véritablement un besoin des salariés qui voulaient absolument participer aux décisions, etc. Ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte assez vite aussi. Ça nécessite d'assumer en fait que cette libération de l'entreprise, on ne la fait pas pour les salariés, mais on le fait pour l'entreprise. C'est une nuance qui est importante. Oui, ça c'est intéressant. Moi, on avait un de nos clients, c'est Christophe Mistou, quand il travaillait à l'époque chez Castorama. Lui, il dit, moi, je mets en place ce système pour avoir plus de productivité. Le bonheur au travail, oui, c'est bien si les salariés sont heureux, mais ce n'est pas le but d'une entreprise que de rendre les salariés heureux. Et c'est vrai que c'est important quand on entame ce type de démarche d'être attaché à un enjeu concret pour l'entreprise, au-delà juste du bien-être des salariés, où certains voilà, vont mettre un baby-foot, des choses un peu plus plates, on va dire, sans changer le fondement de la structure pour que l'organisation puisse évoluer et grandir. Ouais, c'est ça. Alors, tu parlais, toi, effectivement, de ton besoin d'être un meilleur management. Il me semble que tu as entamé, et avec les autres co-dirigeants, un cursus de coaching qui est décorrélé du coup d'Holacracy. Pourquoi? Quel était le besoin à l'origine et qu'est-ce que ça vous a apporté? Bah, en fait, c'est venu progressivement. C'est-à-dire que bah, d'un côté, au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait compte des besoins qu'on avait qui n'étaient pas automatiquement remplis par Holacracy, même si Holacracy donne. En fait, la conscience où j'en suis arrivé maintenant, c'est que Holacracy, au-delà des outils, de la réunion de gouvernance et de toutes ces choses-là, comment dire, les valeurs qui sous-tendent Holacracy, il y a vraiment pour moi une description d'un résultat optimum de fonctionnement sur lequel j'ai vraiment rien à redire. Et la difficulté, et vous l'avez souvent souligné chez AGI, c'est pas tant Holacracy, c'est comment est-ce qu'on arrive à Holacracy. Et ça, c'est vrai que on a détecté petit à petit que bah oui, bah, il y avait les compétences, il ne suffisait pas de les décrire pour qu'elles se fassent, il fallait les apprendre. Et entre autres, une compétence extrêmement importante du leader de cercle ou du premier lien, qui est offrir du feedback pour améliorer l'adéquation des personnes et des rôles. Bon, bah, ça, c'est une toute petite phrase dans la Constitution, mais c'est énorme ce qu'il y a derrière, parce qu'effectivement, c'est vraiment le métier principal finalement du dirigeant et des managers, c'est de faire en sorte qu'il y ait les bonnes personnes aux bons endroits. Et ça, c'est pas juste quelque chose, je le fais au feeling, etc. Ça demande d'affecter la bonne personne, mais ensuite de l'accompagner pour la faire progresser dans le sens de l'entreprise. Et ça, on en a pris conscience progressivement. Et parallèlement à ça, bah, comme voilà, à partir du moment où on se lance comme ça dans l'entreprise libérée, on s'intéresse à plein de sujets, on fait des formations à gauche, à droite, on découvre.
Et puis, c'est vrai que petit à petit, c'est mon frère Manu qui a commencé, et puis on s'y est mis petit à petit sur une formation qui nous a semblé répondre à comment dire, qui apporte aux managers cette compétence qui est de l'accompagnement des personnes, et entre autres, vraiment la grande question de l'accompagnement au changement, qui est qu'en fait, si on a une bonne idée parfaite de là où on veut aller, on peut l'expliquer très bien, etc. Si finalement les gens en face de ça, ils ont des peurs, des croyances, des choses comme ça, ben, en fait, ils ne vont pas réussir à rentrer dedans, ils vont se mettre en travers et ça va bloquer entièrement le processus. Et donc là, cette formation qu'on a trouvée, cet accompagnement, il nous apprend à mettre en place des outils qui va permettre d'accompagner les gens dans ce moment un petit peu délicat qui est que, en fait, en gros, pour que l'entreprise change, il faut que je change moi-même. C'est quelque chose, c'est toute la notion autour des 4 territoires. Il y a la partie visible et il y a la partie invisible. Et en fait, on peut travailler sur la partie visible, ce que fait beaucoup Holacracy en structurant énormément, mais il faut mettre autant d'énergie dans la partie invisible et qui est donc pour l'individu et pour l'entreprise, travailler justement sur toutes les peurs, toutes les croyances, toutes les valeurs, toutes les choses comme ça qui viennent un peu dans Holacracy via la raison d'être, mais qui nécessite en fait, enfin en tout cas pour nous à Arcadie, on se rend compte que ça nécessite des outils d'accompagnement, des méthodes qui vont permettre de faire venir des sujets et des compétences par rapport à ça. Merci. Alors, comme je disais tout à l'heure, Holacracy, ça tourne, cher Caddy, c'est toi-même qui le dis, vous en occupez plus, entre guillemets. Est-ce que ça veut dire que vous êtes arrivé au bout du système? C'est vraiment une bonne question. En fait, c'est vrai que pendant les 2 premières années, on était vraiment à fond Holacracy. C'était, enfin, voilà, je passais pas une journée sans voilà, relire la Constitution, faire des choses, des politiques, des rôles, etc. C'était, je respirais Holacracy, je mangeais Holacracy, enfin, c'était en permanence tout le temps. Et quand au bout de 2 ans, 2 ans et demi, eh ben, voilà, on a commencé à moins en parler, à être peut-être aussi moins rigide sur le processus, au minimum à moins voilà, recadrer les gens quand on sentait qu'il y avait un petit décalage et tout. À un moment donné, j'ai une petite crainte de me dire, mince, est-ce qu'on n'est pas en train d'affadir un petit peu Holacracy, de laisser prendre des mauvaises habitudes, etc. J'avais cette question-là. C'est vrai que Bernard Marie m'avait beaucoup mis en garde là-dessus, sur ce risque à un moment donné. Holacracy, c'est toujours ce deuxième pic-là qu'on a du mal à passer, de vraiment intégrer les bonnes habitudes. Et en fait, en y réfléchissant et en regardant le fonctionnement, je me suis dit que ce n'était pas vraiment ça qui se passait, même si, bon, bah, certainement, il y a des endroits, les processus ne sont pas animés exactement comme il faudrait. Mais je pense que l'esprit est resté. Et surtout, à aucun moment dans Arcadie, il y a eu de la part de direction le moindre doute en fait sur ce choix de Holacracy et sur ce besoin qu'on avait de rester complètement carré là-dedans. Mais par contre, c'est vrai que le fait de devenir vraiment fluent en holacratie, que voilà, que le processus, les règles, le jargon, que tout ça en fait ce soit vraiment, ça devient vraiment naturel pour nous. Ça fait qu'on peut se concentrer sur le business et en utilisant holacratie aux endroits où on en a besoin, et puis sinon on fait le job quoi. Et du coup je pense qu'on est dans une phase où, bien sûr, on pourrait continuer de s'améliorer dans la crassie, vraiment, dans la technique et dans les implications. Mais en fait, il y a quelque chose qui est que il y a des éléments de la crassie qui sont vraiment rentrés dans la culture d'entreprise, en fait. Et en fait, maintenant, on aurait du mal à dire si c'est holacratie ou si c'est Arcadie ou si c'est... Ça fait partie de la culture de l'entreprise et cette notion du management constitutionnel, c'est-à-dire que effectivement, quand nous, dirigeants, on veut
changer quelque chose, on doit respecter un certain processus. Et voilà, ça c'est quelque chose qui semble intégré à la fois par nous, où on fait plus beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, même si des cas de crise comme la crise Covid, ça a pu nous amener des fois à reprendre la main sur des choses et on se dit, oula, on est peut-être allé un peu vite. Mais grosso modo, on ne le fait plus. Et pareil pour les salariés, ils ont les bons réflexes. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental parce qu'une fois qu'on a ça, cette base-là, que la décision, il faut respecter le processus. Ensuite, bon, voilà, même si on n'est pas complètement parfait tout le temps, au final, l'entreprise va dans le bon sens, quoi. Ouais, c'est intéressant, effectivement, du fait que l'outil en tant que tel, c'est juste un outil, en fait. Et il est là pour aller vers quelque chose, pour atteindre quelque chose. Et du coup, il ne faut pas que l'outil, c'est une préoccupation en tant que telle. Et c'est la tendance au début, quand on met en place Holacracy, les gens se préoccupent trop de l'outil. Ouais. Et du coup, ils perdent du temps. Même, il y a des rôles clés dans Holacracy qui sont les rôles de festateur, secrétaire. Il y a plein de gens qui passent du temps dans ces rôles-là et même qui font des communautés et finalement oublient le vrai travail de l'entreprise. Et le but de mettre en place Holacracy, c'est de faciliter le travail, pas de C'est ça. faire du travail pour du travail. C'est une phase un peu obligée parce que l'apprentissage, il est long et il faut en passer par là pour justement ensuite trouver cette aisance derrière qui va permettre de s'en détacher suffisamment. Ouais, jusqu'à ce qu'en fait, la pratique devienne sous-jacente en fait, et soit intégrée par chacun. C'est ça. Et du coup, tu parlais du fait que expliciter les choses ne suffit pas à changer en profondeur les gens. Donc, j'aimerais revenir sur cette phrase parce que je pense qu'il y a beaucoup plus derrière que juste ce que tu as dit. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à cette phrase-là? Quels sont les cas que tu as pu voir dans la pratique qui t'ont amené à penser ça? Euh, alors, j'essaye de réfléchir à des cas pratiques. Euh, bah, tout bêtement, c'est souvent les aspects RH qui sont les plus compliqués finalement dans la crassie parce que c'est ceux qui sont en général peu écrits dans l'entreprise et qui nécessitent beaucoup de travail pour écrire des politiques. Voilà. Et nous, par exemple, à Arcadie, on a toujours eu une politique au niveau des horaires très souple, c'est-à-dire que on accepte que les gens adaptent un petit peu leurs horaires à leurs contraintes personnelles et même qu'à l'intérieur de leurs horaires, que s'ils ont un rendez-vous, un machin, qui puisse arriver, enfin bon, et finalement, là, on a fait le tour, on a 100 salariés, on a 50 horaires différents, quoi. C'est vraiment énorme. Et voilà, avec Holacracy, on s'est dit, bon, ça, jusqu'à présent, on le faisait un petit peu à la tête du client. Et on a mis en place un petit peu des politiques en disant, bon, ben voilà, ça, c'est le cadre, ça, c'est les règles, en essayant de reprendre ce qu'on faisait habituellement, mais en essayant de rentrer dans un cadre et entre autres de dire, si vous voulez prendre un jour de congé, il faut prévenir tel rôle que vous avez déplacé un jour de congé, quoi, un truc un petit peu bête. Et voilà, et ça, on arrivait à un fonctionnement très clair qui est publié, qui est accessible à tout le monde, qui est rappelé. Et en fait, il ne se passe rien. Les gens continuent à prendre leur jour de congé et à ne pas prévenir la bonne personne. Donc, il y a pas... je ne sais pas exactement à quoi ça tient. Je pense qu'en fait, l'être humain n'est pas un ordinateur qui a simplement une mémoire qu'on remplit. Et à partir du moment où c'est dans la mémoire, c'est fait, quoi, hein. Ce qui nous fait agir ou pas dans un sens ou dans l'autre dépend de beaucoup plus de paramètres que ça. Le simple fait que ce soit passé par une réunion de gouvernance où chacun ait pu dire son avis et tout ça ne suffit pas à vraiment ancrer dans la pratique un certain nombre de choses. Donc, c'est nécessaire, c'est une phase nécessaire de clarifier les choses. Et ça, c'est vraiment ce qu'apporte Holacracy, c'est que ne plus se baser sur de l'implicite, mais que vraiment les choses soient claires. Mais derrière, ça n'exonère pas le manager ou les personnes responsables. En l'occurrence, là, la personne qui s'occupe des congés, ce n'est pas un manager, c'est une personne en charge de la paye. Mais ça n'exonère pas finalement
d'aller à la rencontre des gens pour leur demander, voilà, pour faire état de ses besoins et négocier, entre guillemets, avec eux, faire de la pédagogie, leur faire prendre conscience. Enfin, ça, ça fait partie du travail dans l'entreprise, hein, ce travail social de travailler ensemble, de faire état de ses besoins. Alors, en holacratie, on dit donner des projets, prendre des projets. Mais là aussi, simplement mettre un projet sur Glassfrog, ça ne suffit pas. C'est vraiment un jeu d'interaction et qui passe par des compétences humaines, qui sont des compétences de management, mais pas seulement, qui sont des compétences de communication, on va dire. Hein, ça joue énormément. C'est un sujet qui revient tout le temps, la communication dans l'entreprise. Mais c'est vrai que cette conscience que la communication passe par essayer de se mettre à l'écoute des, des choses qui restent implicites, comme justement les valeurs, les croyances, les peurs, etc. De se dire, bon, ben, il faut non seulement que j'écoute ce qui est explicite dans mon échange avec la personne, mais qu'aussi j'essaye de vérifier est-ce qu'il n'y a pas des choses là qui sont implicites qui pourraient se mettre en travers. Et faire ce travail-là qui tourne autour des questions de la communication non violente et de tout un tas d'autres choses, mais c'est des choses qu'il faut intégrer petit à petit, qu'il faut agréger à holacratie, et des compétences qu'il faut acquérir en plus pour finalement que la chose fonctionne, quoi. Et justement, sur cette partie explicité ne suffit pas à changer les gens. J'imagine que vous avez remarqué, parce que chaque collaborateur passe finalement de faire son travail, là où avant il faisait son travail, il exécutait selon plus ou moins une fiche de poste, à gérer son rôle. Est-ce que tu penses que le fait d'affecter les personnes directement à un rôle fait d'elles directement des leaders de rôle? Ou bien est-ce que justement c'est un manque et il y a besoin de quelque chose et dans ce cas, quoi? Non, effectivement, c'est au-delà c'est vrai, des besoins en management des managers, ben, finalement, holacratie pousse à ce qu'effectivement chaque personne soit manager d'elle-même en devenant effectivement, ce qui va s'appeler leader de rôle dans la prochaine version de la Constitution, si j'ai bien compris. Euh, c'est un peu le même genre de compétence et qui, par défaut, on ne l'a pas. Enfin, ce n'est pas vraiment une compétence qu'on apprend ni à l'école, ni dans d'autres contextes. Et le fait de le décréter n'y fait rien. En fait, les gens continuent à faire leur travail. Alors, holacratie apporte un peu de clarté, mais ils continuent à faire leur travail comme avant et à pas le gérer. Et ça, je pense que on n'y est pas encore complètement, Arcadie, d'autant plus qu'à mon avis, il y a une condition préalable à ce que les gens gèrent leur rôle, c'est que déjà les managers gèrent leur rôle. Et comme on a encore beaucoup de choses à apprendre, nous, à la direction, nos premiers liens, etc., c'est vrai qu'on n'est pas encore au top pour ce qui est de modéliser, de donner l'exemple sur ces sujets-là. Mais en même temps, je pense que malgré tout, Arcadie a pas mal évolué là-dessus et qu'on voit quand même petit à petit, là, au bout de 3 ans et demi, qu'il y a des gens qui commencent à gérer leur rôle. Pas tout leur rôle, pas sur tous les sujets, mais il y a un certain nombre de choses où il y a plus d'interaction horizontale sans qu'il y ait forcément l'aller-retour par le chef. Il y a des choses qui commencent à s'organiser un petit peu partout dans l'entreprise de manière plus autonome. C'est assez subtil, mais ça vient progressivement. Donc, je pense que ça vient parce que voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, toujours avec un petit peu de patience, voire beaucoup de patience. Ça vient petit à petit, à force de répéter, à force de donner l'exemple, à force aussi de travailler. En fait, depuis le début, on a mis à côté de l'holacratie de l'énergie dans donc le cadran du bas, c'est-à-dire tout ce qui est invisible chez la personne, en proposant des formations CLV, du coaching, des choses comme ça. Mais simplement, ces choses-là, voilà, on fait la formation CNV, il faut
faut pas espérer qu'il y ait forcément immédiatement un résultat dans les mois qui suivent, quoi. En fait, il y a des choses qui sont lentes d'intégration et je pense que toutes ces choses qu'on propose aux gens qui leur permet de petit à petit d'avoir une meilleure conscience d'eux-mêmes, de leur façon de réagir aux choses, voilà, ça passe par là en fait, hein, gérer son rôle, je pense que ça passe par être conscient de comment on fait, quelles sont justement nos habitudes comportementales, etc. Tant qu'on n'est pas conscient de la manière dont on le fait, on ne va pas pouvoir le faire correctement. Et donc tout ce qu'on amène là, tout ce qu'on propose, alors c'est facultatif, hein, c'est les gens qui le choisissent, mais il y en a de plus en plus qui le font. Et ben, ça met en place voilà, une meilleure conscience de soi-même et du coup une meilleure conscience de ce qui se passe autour, donc des besoins des autres rôles et donc voilà, quelque chose qui se produit dans le cercle. Alors, dans une entreprise classique, on parle de team building, mais en fait, c'est pas tant de créer un esprit d'équipe que de créer une communication d'équipe, quoi. C'est-à-dire une capacité des membres de l'équipe à savoir s'écouter les uns les autres et se comprendre. Et voilà. Et à ce moment-là, et ben, quand on a ça, si derrière il y a des politiques holacratie qui sont claires, et ben, les choses vont se passer de manière beaucoup plus simple. Merci. Alors, j'ai une dernière question pour clôturer notre échange et passer aux questions-réponses des participants. Tu as donc dit que vous déployez aujourd'hui tout ça au niveau des leaders de cercle, le fait de les former. Comment est-ce que vous vous y prenez? Quels sont vos prochains pas? Voilà, quelle va être la suite pour Arcadie? Alors en fait, on a donc cette formation, ce parcours qu'on a trouvé, qu'on fait, qui s'appelle le parcours Toscane. C'est un ensemble de 4 à 5 sessions de 3 jours. C'est un peu plus court quand c'est en intra. Donc nous, en tant que dirigeants, on l'a fait à l'extérieur d'Arcadie. Et là, les premiers liens, tous les premiers liens, et même un peu plus loin que les premiers liens, l'ont commencé donc il y a 2 semaines, un parcours en intra. Et du coup, ça va durer jusqu'au printemps. Et là, ils vont vraiment apprendre tous les outils que nous, on a appris, qu'on a commencé à utiliser, d'accompagnement du changement. C'est à la fois, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi c'est un outil très complémentaire de l'Holacracy pour tout ce qui est stratégie. Holacracy arrive avec quelques apps de réunions de stratégie. Et là, ils viennent avec d'autres choses qui permettent d'aller un peu plus loin que la stratégie. En fait, c'est quelque chose qui est plus proche de la raison d'être, mais c'est de projeter dans une vision à 5 ou 10 ans, qui n'est pas de la stratégie opérationnelle, mais qui est plus détaillée que simplement une raison d'être, de se dire voilà, vers où on veut aller. Et ça, il y a pareil un outil d'intelligence collective pour arriver là. Et c'est quelque chose qui doit se faire au niveau de l'entreprise, mais au niveau de tous les cercles. Et donc, voilà, tous les premiers liens vont apprendre ces outils-là pour être en mesure à la fois d'accompagner le changement, de donner à leur cercle la capacité de se projeter un petit peu dans le futur et de co-construire un avenir idéal. Et voilà, là, c'est des outils assez efficaces, des petits modules qui peuvent s'accorder différemment selon les besoins, qui peuvent à la fois servir à du coaching one-to-one jusqu'à faire une vision à 10 ans pour toute l'entreprise. Et donc, c'est là-dessus qu'on met de l'énergie. Et en même temps, l'avantage de ça, c'est que le fait pour les premiers liens de faire une formation ensemble, comme ça crée aussi un groupe. Et je pense qu'on va certainement, on est en train de réfléchir à s'appuyer là-dessus aussi pour petit à petit amener le cercle général ou les premiers liens sur des sujets justement plus stratégiques, plus long terme de l'entreprise. Parce que jusqu'à présent, on a Holacracy, les réunions de triage, etc., nous amènent à être très dans l'opérationnel. Et voilà, donc ça, même si maintenant l'opérationnel fonctionne bien, qu'on a eu un certain nombre de réunions de stratégie et tout, mais petit à petit aussi amener l'ensemble des gens à se projeter un petit peu plus loin, parce qu'en fait, c'est ce qu'on remarque, c'est que si on porte son regard loin, on est beaucoup plus précis dans la façon dont on avance, quoi, que si on regarde ses pieds. Et c'est à la fois, ça nous tire en avant et ça nous permet de faire les bons choix opérationnels.
Merci. On va du coup maintenant passer aux questions des participants. Donc, je rappelle, c'est le petit bouton QR si vous avez des questions. Et on a une première question de Chloé qui demande si tu pourrais décrire un petit peu les profils de l'entreprise et les métiers exercés. Alors, donc, on est une entreprise industrielle dans l'agroalimentaire, hein. Donc, comme tu le rappelais au début, on fait des épices et des plantes médicinales. Nous, le gros de notre travail, c'est de conditionner, hein. On achète les plantes et les épices en vrac et on les conditionne dans des flacons, dans des sachets. On a une petite part de transformation aussi, c'est-à-dire qu'on fait les poudres et les mélanges. Voilà, en gros, il y a un petit peu de cuisine aussi. On fait des arômes, extraits de vanille, des choses comme ça, où on a un petit peu de cuisine. Mais grosso modo, ça, c'est notre travail. Et voilà, on a en gros 50% de travail de production en atelier, donc avec des ouvriers et des équipes encadrantes, de la maintenance, de la planification, des choses comme ça. Et une autre moitié de profils plus classiques, finance, achat, commercial, communication, informatique, etc. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais voilà, après, on retrouve les profils assez classiques. Chloé, si jamais ça ne répond pas à la question, je vous invite à reposer une question. Donc, je vais passer à la question suivante. Et juste ce qui est intéressant à noter, c'est que toute l'entreprise a été passée en holacratie, après avec des adaptations dans la partie production. Mais sinon, toute l'entreprise est bien en holacratie. On a une question de Michel. Bonjour. Quel est l'outil d'intelligence collective que vous évoquez? Alors, c'était sur la dernière question. Tu as évoqué des outils d'intelligence collective. Alors, c'est des outils donc, qui sont proposés par ce parcours Toscane, qui sont des outils assez simples, mais qui consistent en fait à dire, avant d'aller sur l'opérationnel, en fait, classiquement, quand on veut prendre un sujet, on a une problématique opérationnelle, et donc on met cette problématique sur la table et on essaye de trouver des solutions opérationnelles à cette problématique. Et derrière, en fait, on se rend compte vite qu'il y a des peurs, des craintes, etc. On s'en occupe pas trop. Et derrière les peurs, les craintes, il y a souvent en fait des valeurs fortes dont on n'a pas forcément discuté. Et en fait, on fait les choses un petit peu à l'envers. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est des outils qui disent, bon, OK, on a une problématique, mais on va commencer par regarder justement quels sont où est-ce que ça va me toucher, moi, personnellement? Alors, je dis peur, crainte, mais il y a pas seulement ça, il y a aussi des aspirations ou des choses comme ça. Mais en fait, voilà, qu'est-ce que ça me fait dire? Comment je réagis quand je parle de ce sujet? Et ça, avec un outil qui est assez simple, qui est que avant euh, on pose la question et avant d'en échanger en grand groupe, il y a un travail individuel. Parce qu'en fait, quand on dit, bah voilà la question, et puis on fait un tour de table, ce que nous amène à faire souvent en lacratie, parce que c'est un peu le truc par défaut, bah, il y a beaucoup de gens en fait, qui se lancent sans avoir vraiment préparé, qui ne disent pas ce qu'ils voulaient dire ou qui ne parlent pas, etc. Et en fait, le fait d'avoir 10 minutes de préparation en individuel, ça permet de faire le point, et ensuite l'apport en groupe, il est beaucoup plus riche. Et donc, on creuse ça. Alors après, selon le nombre, on peut faire des sous-groupes pour faire des premiers apports en sous-groupe, parce que sinon, ça prendrait trop de temps de faire des longs apports. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait un peu le truc c'est un peu un point d'étape, en fait, quels sont les freins, quelles sont les choses comme ça. On se projette un petit peu vers un idéal de, en fait, qu'est-ce qu'on voudrait vraiment, qu'est-ce qui fait sens par rapport à notre raison d'être, nos valeurs. Et seulement quand on a fait ça, on revient à l'opérationnel. Et on fait un moteur comme ça qu'ils appellent 2-3-1. Au lieu de faire un 2-3, on commence par le 2, on va au 3 et on revient au 1 seulement à la fin. On se rend compte qu'on est beaucoup plus efficace et que ça fait une intelligence collective. Donc ça, le fait de le faire dans cet ordre-là et le fait d'avoir toujours ces moments de préparation individuelle, en fait, où on se donne 10 minutes, en général, il y a un questionnement écrit en amont, on distribue une feuille et puis voilà, les gens se posent les questions, on ouvre un petit peu. Ça, c'est beaucoup plus efficace que simplement donner la parole aux gens. En fait, il y a des gens qui sont capables de prendre la parole simplement parce qu'on leur donne, mais d'autres ont besoin qu'on leur ouvre un petit peu le droit, en fait, en leur donnant du temps, en leur donnant des questions. Et ça fait sortir des trucs. Et une fois que ces trucs-là sont sortis, et ben derrière, on avance beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas ce truc caché, en fait,
qui est cet éléphant dont personne ne parle, mais qui en fait bloque tout, quoi. C'est les fameux introvertis, extravertis. Mmh. Merci pour la question. On continue avec une question d'Alexis. Bonjour Mathieu. Quelle part du temps de travail consacrent les équipes à gérer les processus étant les réunions de triage, de gouvernance ou stratégie? Quel est l'impact de l'holacratie sur la productivité? Faut-il être riche de temps pour bien déployer holacratie? Et quel investissement en temps a-t-il fallu faire? Merci. Alors là, on revient effectivement à la première phase de notre histoire holacratie où, au début, effectivement, ça demande du temps, euh, beaucoup de temps, j'aurais tendance à dire, hein, parce que bah, y a le temps de la formation qui peut être assez long, même si je sais que vous avez évolué et que vous y prenez plus exactement de la même manière qu'avec nous. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de secret, ça passe par du temps, par de la formation. Euh, Parce que holacratie, c'est une matière qui est vraiment complexe, quoi, hein. On ne peut pas simplement lire le bouquin et se lancer dedans. Ça me paraît vraiment pas possible. Donc, il faut du temps et du temps de formation. Et derrière, pendant, comme je l'ai dit, nous, il nous a fallu 2 ans où il faut quelque part se contraindre à toujours vérifier, se poser la question, faire des réunions, travailler ça, peaufiner, améliorer, enfin voilà, être vraiment dans refaire éventuellement d'autres formations, vous proposer d'autres formations des différents niveaux pour les praticiens, les coachs, etc. Et ça c'est vraiment, je pense que c'est nécessaire. Après, nous, ce qu'on a vu au niveau d'Arcadie, mais c'est juste un exemple, et il y a bien sûr plein de paramètres qui rentrent là-dedans, c'est que ça n'a pas fait baisser la productivité, le temps qu'on a mis dans l'holacratie. Ça ne l'a pas fait immédiatement augmenter, mais finalement, ce temps qu'on a consacré à l'holacratie, on n'a pas ressenti que ça nous manquait. Alors, c'est tombé dans une période où, voilà, peut-être à une autre période, ça aurait été plus compliqué. Si on n'avait pas commencé holacratie là pendant le confinement, ça aurait certainement été plus difficile. Mais voilà. En tout cas, pour Arcadie, il n'y a pas eu un moment une baisse de productivité. Et par contre, la hausse de productivité, elle ne s'est pas sentie tout de suite. Et c'est là, on la sent maintenant au bout de 3 ans. Mais c'est difficile d'attribuer le mérite que à holacratie. Il y a bien sûr voilà, tout le chemin de l'entreprise, tous les efforts individuels, etc., qui permettent ça. Mais en tout cas, il se trouve que dans le contexte holacratie, on s'est retrouvé, juste pour donner l'exemple, parce que ça a du sens, à faire 50% de croissance pendant le confinement, avec des équipes réduites d'environ 20%. Et on n'a pas embauché d'intérim, on n'a pas, voilà, et on a réussi à tout faire pendant 4 mois, 50% de croissance pendant 4 mois sans embaucher. Donc, il y a eu une souplesse, une capacité à réagir, à se réorganiser, qui, à mon avis, doit beaucoup à holacratie. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est venu 3 ans après. Merci Mathieu. On a une question de Marion maintenant. Merci beaucoup pour cette présentation très instructive. Avec plaisir. Vous avez parlé de certains membres de l'équipe qui n'avaient pas nécessairement envie de devenir leader de rôle, c'est-à-dire de prendre des responsabilités. Comment avez-vous fait face à ce problème? Eh ben, on insiste, on rappelle, on fait de la pédagogie. On accepte aussi que dans certains cas, pour certains rôles, ce ne soit pas la grande priorité et que c'est pas des, comment dire, et que ce ne soit pas simplement une question de mauvaise volonté. C'est aussi simplement, encore une fois, une question de compétence et que cette compétence, eh ben, elle va s'acquérir progressivement parce qu'on ne peut pas envoyer tout le monde en formation intensive de management. Voilà, donc ça se fait par euh, petit à petit de la pédagogie pendant les réunions. Voilà, ça avance un petit peu différemment. Ça se fait aussi parce que à un moment donné, il y a des gens qui partent, qui ne se retrouvent pas complètement. Alors, bon, les raisons d'un départ ne sont jamais uniques, hein, et les quelques personnes qui sont parties depuis qu'on a mis en place Holacracy, ils avaient tous d'autres raisons. Mais quelque part, il y a quand même petit à petit, via le jeu des gens qui partent et des gens qu'on embauche,
ben, les gens qu'on embauche, forcément, on met l'accent un petit peu plus sur cet aspect-là. Donc, on embauche des gens qui sont prévenus et qui sont donc plus prêts à se lancer dans cette aventure d'être leader de rôle. Et voilà, et peut-être parmi ceux qui sont partis, il y en a qui se le sentaient un petit peu moins. Donc il y a quelque chose qui évolue progressivement là-dedans. Je pense que ce qui est important, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut à la fois être très ferme sur le fait qu'on reviendra pas en arrière, que c'est un choix de l'entreprise et que voilà, il n'y a pas de possibilité de négocier ça. Et en même temps, avoir conscience que ce sont des apprentissages humains qui sont longs et qu'il faut accompagner, quoi. Et qu'en tant que dirigeant, on a la responsabilité d'être ferme tout en ayant la responsabilité de donner les outils et les moyens aux gens d'apprendre petit à petit cette nouvelle posture. Merci. Alors, je me permets parce que tu parlais du processus pardon, de recrutement, hein, ça fait partie des processus RH qui peuvent être amenés à être revus avec Holacracy. Justement, vous l'avez fait évoluer, il me semble, pour intégrer cette partie Holacracy. Oui, 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 déjà, on l'a rendu plus explicite, on a mis des règles plus générales et puis on a essayé de voir l'ensemble du processus, etc. Donc maintenant, on a un processus de recrutement qui est assez complet. Mais après, ça nous a aussi amené à simplement mettre plus de clarté au niveau de la description de l'offre, c'est-à-dire de pas seulement décrire les compétences, mais aussi sur la base de notre raison d'être, etc., de dire, bon, ben voilà, mais venir à Arcadie, c'est travailler pour cette raison d'être, en holacratie. Et puis, quelque part, les compétences, ça vient après. Mais les premières choses, c'est ça. Et c'est vrai que je pense que c'est une prise de conscience qu'on peut avoir, que nous amène holacratie, c'est que le fait de tant qu'on est dans l'implicite au niveau des valeurs, etc., on peut avoir l'impression qu'on est tous d'accord et que bah, voilà, tout va bien. Le fait de mettre des mots là-dessus, d'essayer de clarifier ces choses-là, et ben ça renforce ça et ça nous amène à l'assumer un petit peu plus et à en faire un sujet de conversation, en fait. Hein. Et dans un entretien d'embauche, je pense que c'est vraiment important d'avoir les bons sujets de conversation parce que c'est dans les bons sujets de conversation qu'on arrive à se percevoir en tant que personne. Et voilà, holacratie, enfin, ce qu'il y a derrière holacratie, on ne fait pas un cours sur holacratie pendant le recrutement. Mais voilà, que ce soit dans la fiche dans l'annonce et que derrière, dans les descriptions des besoins, on reprenne en fait, c'est les éléments d'autonomie et de responsabilité. C'est quelque chose d'important dans cette phase de recrutement. Et puis pour la petite anecdote, donc, un de nos clients, donc Scarabée Biocop, qui est basé à Rennes, qui vend des produits alimentaires biologiques, dont les produits Arcadie d'ailleurs, disait qu'ils attiraient des profils justement avec Holacracy, des gens qui voulaient rejoindre pour Holacracy, qui avaient bien sûr aussi des compétences à offrir, mais c'était plus important la motivation et l'attraction à la fois pour la raison d'être et pour le mode de management, ce qu'on appelle les soft skills, ce qui fait ils attiraient d'autres personnes qui du coup restaient plus longtemps sur des métiers type vendeur où il y a normalement beaucoup de turnover. Hmm. Oui, bah, c'est vrai on a vécu ça aussi. Alors, pas forcément sur les métiers de production. Là, sur les métiers de production, c'est plus le côté social au sens large d'Arcadie qui attire. Les gens savent que voilà, Arcadie, il y a une ambiance qui est chouette par rapport à d'autres entreprises industrielles. Mais par contre, dans les métiers de support, dans les bureaux, là, effectivement, il y a un certain nombre de personnes, des personnes qui peuvent avoir un profil à mi-chemin indépendant, quoi. C'est-à-dire que voilà, qui se verraient pas travailler dans une boîte où il y a une hiérarchie trop forte, etc. Avec Holacracy, ça leur dit ah ben voilà, là un endroit où je pourrais donner le meilleur de moi-même sans me retrouver à devoir les pieds et poings liés. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça attire du monde. Alors, on a une question de Marianne, mais je crois que tu as un peu répondu. Est-ce que la mise en place d'Holacracy au sein de l'entreprise a induit une phase de départ volontaire ou imposée assez conséquente? Mm. Ça n'a pas été, ni une phase de départ volontaire, ni. On s'est posé la question, hein, parce que bien sûr, il y a
l'exemple de Zappos là, qui paye la prime à la fin de la période d'essai pour que les gens s'en aillent, enfin à la fin de, même pas la période d'essai, je ne sais pas comment ça marche aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des phases où on lance Holacracy et où il y a des gens qui traînent un peu de la patte et on se dit non, mais bon, cela, il vaudrait mieux qu'ils s'en aillent. Et on a ce réflexe-là, mais on n'est jamais allé jusque-là. Simplement, ce qu'on a fait, ce à quoi nous amène Holacracy, c'est de clarifier en fait les conditions du départ. Et entre autres, ça nous a fait clarifier qu'à Arcadie, on acceptait toutes les demandes de rupture conventionnelle, qu'on ne cherchait jamais à négocier. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui permet de sécuriser les gens qui éventuellement hésiteraient à partir pour des raisons financières. Là, voilà, ils ont cette sécurité-là. Donc, s'ils ne sont pas totalement à l'aise avec la direction que prend l'entreprise, eh ben, voilà, on ne leur pose pas de questions. Ils disent, je voudrais une rupture conventionnelle. On dit, bon, ben, OK. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été amené par Holacracy. Et du coup, on a eu des départs. Mais enfin, j'ai refait là, j'ai essayé de suivre un petit peu notre taux de turnover. Voilà, c'est irrégulier d'une année sur l'autre et ça n'a pas eu des amplitudes plus fortes depuis qu'on a mis en place Holacracy finalement. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a souvent un a priori que du coup, il y a des départs liés à Holacracy, notamment effectivement avec Zappos, c'est la fameuse prime. Ils ont même fait une prime quand ils ont mis en place Holacracy en disant vous n'avez pas décidé de Holacracy, donc ceux qui ne veulent pas rester, vous pouvez vous en aller, on vous donne une prime. Ce qui est assez fort pour une entreprise américaine où voilà, l'argent et puis virer des gens, c'est quand même assez facile. Ouais, c'est ça. On a une question ensuite de Fabrice, donc sur la partie plus ouvrier. Comment est-ce que vous avez intégré les ouvriers à la démarche Holacracy? Alors, c'est assez naturel parce que finalement, Holacracy, enfin, comme on a fait le choix de le passer sur l'ensemble de l'entreprise, il fallait former tout le monde. Et donc, l'accompagnement que vous avez fait à IGI, ça a été de former tout le monde. Alors après, il y a différents niveaux, durée de formation, mais en gros, tout le monde a été formé d'une manière ou d'une autre. En amont de la décision, on a fait une petite présentation avec un petit sondage pour voir si tout le monde était prêt à se lancer dans l'aventure. Et il y avait une très grosse majorité des personnes qui étaient prêtes. Mais enfin, Holacracy, tant qu'on n'y a pas passé 2 ans, on ne sait pas ce que c'est, quoi, en gros. Donc, c'est quand même un petit peu à l'aveugle, quelque part. Après, c'est vrai que l'avantage de ces réunions qui prennent du temps, les réunions de triage et de gouvernance, c'est que c'est un endroit d'apprentissage de l'holacratie qui est extrêmement efficace. Alors, bon, ça ne marche pas sur tout le monde, mais en tout cas, il y a un lieu qui est là, qui est mis en place au début, et même si petit à petit le rythme s'étend et on en fait moins des réunions, mais finalement, ça reste là. Il y a le processus qui est toujours assez visible, il y a le facilitateur, et en fait, ça fait que tous les Arcadiens ont au moins une fois par mois, entre guillemets, de l'holacratie sous les yeux. Et à force de voir, eh ben, les choses s'intègrent. Donc, voilà, après, il y a forcément un petit aspect, le côté informatique de l'holacratie, hein, comme voilà, quand on passe sur Glassfrog, il faut avoir accès à un ordinateur. Quand on est un ouvrier sur une chaîne de production, on ne peut pas aller consulter ses rôles, relever ses mails pour voir s'il y a eu une réunion ou un changement ou un machin. Donc voilà, ça c'est quelque chose. On a mis des postes accessibles, on a essayé de leur dire qu'ils pouvaient s'arrêter de travailler pour aller consulter, etc. Mais il reste une certaine inégalité de ce point de vue-là entre les gens qui sont toute la journée devant un ordinateur et ceux qui ne le sont pas. Il fait que la vitesse d'apprentissage n'a rien à voir. Mais petit à petit, je pense que tout le monde apprend, en tout cas le niveau dont il a besoin pour faire son travail, ça finit par venir au bout d'1 ou 2 ans. Et une chose qui est importante, intéressante, c'est que le format, par exemple, de la réunion de triage, on voit souvent 1 heure toutes les semaines, voilà, assis dans un bureau. Ça, c'est pratique pour certains métiers, ceux qui sont dans les bureaux notamment. Mais pour la production, vous avez adapté les réunions de triage pour avoir un rythme plus quotidien et plus, voilà, plus dans l'instantané.
Oui, ben, on n'arrête pas d'adapter dans un sens ou dans l'autre, hein, soit sur certains sujets, ralentir le rythme, soit le rapprocher avec effectivement des synchros. Ça c'est quelque chose qui n'est jamais fixe, en fait. Il faut s'adapter aux besoins de l'entreprise et puis ça dépend beaucoup des cercles et tout ça. Et c'est vrai il y a des cercles où il y a quasiment pas de réunion parce qu'en fait, bon, bah, finalement, les gens se croisent, ça suffit. Et puis voilà. Et puis par contre, des cercles qui ont besoin de se voir quasiment toutes les semaines ou tous les jours. C'est vraiment, il y a tous les cas de figure. Oui, et ça, c'est un point important vraiment de dire que l'outil holacratie s'adapte au business. Et c'est souvent une incompréhension de holacratie de croire que c'est un outil rigide et qu'il faut le prendre tel quel avec tout ce qui est écrit, alors qu'on peut adapter tout un tas de choses dans chaque cercle, en fait, même. Oui, c'est ce qui vient avec la maîtrise au bout d'un moment. Alors au début, voilà, la meilleure façon d'apprendre, c'est encore de faire le truc standard, entre guillemets. Mais au fur et à mesure qu'on maîtrise, bah, après, effectivement, il y a vraiment aucune limite à Holacracy. Merci. Alors, je vais prendre une dernière question avant qu'on passe à la clôture. Tu parlais tout à l'heure de la CNV et de la communication. Comment est-ce que ça s'intègre avec votre pratique d'holacratie? Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'intégration parce que finalement, ça joue pas sur le même niveau. Holacracy, on est quand même principalement dans structurer la partie visible du fonctionnement de l'entreprise ou des rôles des personnes. Et la CNV, on vient toucher la partie invisible, donc c'est-à-dire ce qui agit en nous, ce qui fait que comment est-ce qu'on nos relations avec les gens, etc. Donc, on n'est pas tombé dans ce qui, à mon avis, serait le piège de dire bon, ben voilà, maintenant c'est la CNV, donc on fait une politique, tout le monde parle en besoin, etc. C'est pas, il faut vraiment, je pense, pas tomber là-dedans. C'est simplement des outils qui permettent, je pense que, enfin, c'est quelque chose qui est fondamental, holacratie ou pas. C'est qu'on ne peut pas espérer transformer une entreprise sans transformer les personnes. Et quand on dit transformer, ça veut dire aller sur un chemin personnel d'apprentissage, mais d'évolution, de remise en cause de croyances, etc. Et donc, c'est pas juste, on peut pas l'illusion de dire on sépare le pro et le privé, par exemple. Je pense pas qu'on puisse aller vers l'entreprise libérée en ayant cette croyance-là. Euh, L'intime, bien sûr, non, mais le privé, c'est-à-dire ce qui vit en moi, ce qui fait mon être unique, ça, c'est quelque chose qui fait partie, enfin, c'est ce que j'amène dans l'entreprise. Et si je n'accepte pas d'aller regarder ça, de comprendre comment je fonctionne, comment l'onde fonctionne, et de me former, d'accepter, de dire, eh ben, il faut que j'apprenne, que je progresse, que j'accepte voilà, de me remettre en cause sur des sujets, il n'y a pas une transformation qui tiendra plus qu'un an ou deux. Merci. Du coup, on arrive à la fin du temps là bientôt qui nous est alloué. Sachez qu'on organise donc d'autres webinaires. Le prochain, ce sera le 10 novembre avec Christian Morin, qui est co-dirigeant de Max Technologies et il nous expliquera comment bien lancer son entreprise en management constitutionnel holacratie avec une spécificité puisqu'on a mis en place holacratie chez Logicmax pendant le confinement. Donc, ils ont profité du confinement pour mettre en place holacratie. Et si vous souhaitez une vision plus générale du management constitutionnel, on organise des webinaires plus génériques sur holacratie. Le prochain, c'est le 16 novembre avec Bernard-Marie Chiquet. Mais vous recevrez de toute façon les informations dans l'email qui va suivre. Et si jamais vous êtes convaincu par le management constitutionnel, vous avez plusieurs prochains pas. On propose des parcours 360 pour avoir une vision. Donc, c'est des vidéos plus 2 sessions en ligne de 3 heures pour expérimenter les réunions de triage et de gouvernance. On propose aussi des parcours plus longs de formation de praticiens. Donc, Mathieu en parlait, où là, on va plus former sur les techniques de facilitation et voir tout ce qu'il y a dans la Constitution, tous les différents éléments de la CRACI. Là, des parcours aussi en ligne, avec là, cette fois, 11 sessions de 3 heures et puis plus de 25 vidéos. Donc, c'est un plus gros investissement, on va dire. Et puis, on accompagne aussi les dirigeants, sous forme de parcours aussi de coaching. Donc là, ce sera avec Bernard-Marie Chiquet, qui est la partie, le premier lien du CERF Consulting. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Et pour terminer, Mathieu, je te propose un petit tour de clôture en un ou deux mots voilà, sur ton expérience du webinaire, tes apprentissages, un petit
peu comme dans les réunions holacratie. Eh ben, c'était très chouette parce que ça faisait au début, j'en ai fait énormément des talks comme ça sur Holacracy et j'étais beaucoup sollicité et puis là, finalement, c'était un peu moins le sujet et donc voilà. Et en fait, c'est toujours avec plaisir que je parle de cette aventure-là parce que c'est vraiment, ça a été une aventure géniale pour nous et ça le reste. Et très content de voir que ça intéresse autant de monde. Je pense que le futur passe par Holacracy, donc c'est chouette que ça continue à intéresser tout ce monde-là. Donc, bien content de ce webinaire. Merci Margot. Et ma clôture, bah, merci beaucoup Mathieu pour ta présence. Voilà, je sais que tu es pas mal occupé, tu as repris pas mal de choses aussi chez Arcadie. Merci à tous les participants donc, pour vos questions. J'ai trouvé ça très riche, et puis ça permettait d'avoir aussi vraiment un autre angle sur Holacracy et tout ce que vous avez vécu, c'est très riche. Mais en tout cas, je pense que pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure maintenant, ou même qui le pratiquent depuis plusieurs années, ça contribue beaucoup. Donc merci à toi. Et puis, Avec bel après-midi, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé.